Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace et 100% régional. Pour preuve, on vous amène à Ammerjuir dans quelques minutes avec Valérie Zago pour les terroirs, une formidable apicurienne qu'on découvrira. Grégory Schneider, pilote de moto ancienne et co-organisateur du Grand Prix du Ride. Mettez dans votre agenda, c'est les 5 et 6 octobre en Alsace. Sandrine Kaufer nous parlera de goût d'Alsace et des nouvelles gastronomiques. Ils ont fait un bel anniversaire des 10 ans. Et on retrouvera bien évidemment Mathieu Chanvillard pour l'humeur du jour, comme tous les jeudis. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, comme ailleurs en France, des syndicats de l'éducation nationale ont manifesté cet après-midi à Strasbourg. La Coupe de France des fleuristes se tiendra à Tours à partir de dimanche. Et parmi les 10 finalistes, une orinoise. Et puis, il y avait les cafés suspendus, les menus ou encore les places de concert. Vous pouvez désormais offrir une place de cinéma solidaire. À Strasbourg, comme ailleurs en France, donc, les syndicats de l'éducation nationale se sont rassemblés devant l'inspection académique cet après-midi. Dans la capitale alsacienne, ils entendent protester contre le peu d'écoute de l'institution. Dans un contexte marqué par le suicide d'une directrice d'école maternelle en région parisienne, les organisations syndicales pointent des conditions de travail dégradées. Et point clé de la contestation en Alsace, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, où siègent des représentants du personnel, ne parviendrait plus aujourd'hui à faire son travail de prévention. On écoute tout de suite David Grisinelli, c'est le secrétaire académique du syndicat des enseignants de l'UNSA. Sur la direction d'école, par exemple, clairement, c'est un sujet que nous avons demandé de traiter depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on alerte l'éducation nationale de l'extrême difficulté des directeurs d'école à travailler convenablement. Il ne s'est jamais rien passé depuis 10 ans. Je veux dire, aujourd'hui, il arrive quelque chose d'extrêmement grave. Et depuis 10 ans, il ne s'est rien passé. Et on va nous dire peut-être qu'on va mettre en place un groupe de travail 10 ans après. Il faut que ça arrive pour qu'on mette en place des groupes de travail. C'est incroyable. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut, c'est prévenir. C'est l'objet même d'un CHSCT, c'est faire de la prévention. Mais encore faut-il qu'on ait en face de nous des gens qui aient les mêmes objectifs. C'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Des propos recueillis par Gilles Kunz. Et puis éducation toujours avec la signature ce matin d'une convention entre l'Académie de Strasbourg et la protection judiciaire de la jeunesse. Objectif, améliorer les chances d'insertion des jeunes placés sous protection judiciaire. Ils pourront bénéficier des équipements de l'éducation nationale et suivre des cours dispensés par des enseignants. Jusque-là, seuls des éducateurs intervenaient dans les unités éducatives d'activité de jour. Ici à Strasbourg, 24 jeunes sont concernés. Claude Hilde, le directeur territorial de la PJJ d'Alsace, et Sophie Béjean, rectrice de l'Académie de Strasbourg, expliquent les enjeux de ce partenariat au micro d'Adrien Laby. La protection judiciaire de la jeunesse, c'est une institution qui prend en charge des jeunes au titre de la délinquance. C'est important de le dire. Et justement, notre mission, c'est éviter la récidive. Donc, à travers, effectivement, une prise en charge rigoureuse, mais bienveillante et une approche, effectivement, de rattrapage de scolarité et de formation, on leur permet de faire un parcours moins chaotique et d'espérer pouvoir se diriger vers un parcours citoyen. L'éducation est vraiment un levier pour l'insertion sociale, nous le savons bien. C'est le cas, c'est la mission de l'éducation nationale, mais c'est aussi le cas lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin pour des jeunes qui sont dans des situations particulières, sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, et pour lesquels il s'agit de leur donner une nouvelle chance d'avoir accès à un minimum d'acquisition scolaire et de préparation à une insertion professionnelle et sociale. Vous connaissez peut-être déjà les cafés suspendus. Le principe est simple. Au moment de passer en caisse au restaurant ou au café, achetez un café en plus qui sera ensuite distribué à une personne qui ne peut se l'offrir. Plusieurs commerces à Strasbourg les proposent déjà. Aujourd'hui, les cinéma-stars rejoignent le mouvement avec, eux, des tickets suspendus. Camille Roland. Pour les tickets. Super, attendez, je vous laisse l'accrocher vous-même. Merci.
Quelques pièces de monnaie, un ticket suspendu et la solidarité se met en marche au cinéma Star et Star Saint-Exupéry de Strasbourg. Depuis hier, chaque personne venant pour une séance peut offrir un ticket solidaire à une personne qui n'a pas les moyens de venir en salle. On travaille tout au long de l'année avec des associations en fonction des typologies de films. On va chercher des publics parce que pour nous c'est important d'amener les gens en salle. C'est vraiment important que la rencontre avec les œuvres se fasse dans la salle de cinéma. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de pratique culturelle. C'est un lieu, vous voyez, on est un cinéma de proximité. Donc pour nous c'est vraiment important que tout ça ait du sens. Et donc forcément on a envie que des personnes qui sont éloignés de cette pratique parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, puissent avoir quand même un accès à la salle. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous. On veut être des partageurs de cinéma pour tous les publics. Chacun a le choix pour participer. Laissez un peu de monnaie dans une tirelire, achetez directement un ticket solidaire au tarif de 3,50 € ou donnez une place périmée de sa carte abonnement. Le cinéma s'est associé à 2 projets. Passeurs d'images qui via l'association Le Récit finance les tickets à hauteur de 1,50 € et Le Carillon qui communique directement auprès des publics bénéficiaires pour les aider à passer la porte de la salle. On sait bien qu'il y a d'autres besoins plus urgents et plus rapides à combler, notamment un besoin en hébergement, en logement, et c'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité à Strasbourg parce qu'il y a vraiment une saturation des dispositifs qui existent, qui fait qu'il y a vraiment un grand nombre de personnes qui se retrouvent à la rue tous les soirs. Mais on considère que c'est aussi des petites fenêtres qu'on se laisse qu'on s'ouvre dans le quotidien. C'est un peu des sas de décompression, c'est un moyen de penser à autre chose pendant 1h30, 2h, 2h30. Et donc oui, c'est important pour tout le monde aussi, quoi. Inspiré du concept napolitain du café suspendu, ce type de solidarité s'est développé ces derniers mois à Strasbourg, avec les places de concert suspendues à l'espace Django au Neuhof et des services du quotidien comme recharger son téléphone ou boire un verre d'eau chez certains commerçants. Une Alsacienne tentera de décrocher la Coupe de France des fleuristes ce week-end. Le concours se tiendra à Tours. Parmi les 10 finalistes qui s'affronteront, Aurélie Rutsch, fleuriste à Oberdorf dans le Haut-Rhin. Marine Zis l'a rencontrée quelques jours avant son départ. C'est dans cette boutique à Oberdorf que Aurélie Rutsch travaille depuis 10 ans. Et les concours, ça lui connaît puisqu'elle a déjà une vingtaine de participations à son actif. Celui qui pour l'instant me tient le plus à cœur, c'est la Coupe de France, la médaille d'argent. Maintenant, il n'y en a plus qu'un qui manque à l'appel. On espère le décrocher le 7. Quand on a fait 3e puis 2e, on va dire qu'il en va un peu de soi d'arriver à décrocher enfin cette médaille d'or. Donc oui, la pression, elle est là, hein. Aurélie Rutsch compte bien se servir de ses expériences passées pour décrocher le titre, mais c'est sans compter aussi sur un travail acharné. En plus de son activité dans la boutique, elle élabore 2 grandes pièces qui sont gardées secrètes jusqu'au jour J. Remporter le concours lui permettrait de développer sa clientèle, mais également de se faire connaître davantage auprès des fournisseurs. Ça peut peut-être donner aussi envie aux jeunes de se relancer dans les métiers de l'artisanat qui ont trop souvent été dévalorisés. Alors que non, l'artisanat reste quand même le premier employeur de France, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est bien aussi parce que ça fait parler un peu de notre Tsungo. Moi, je suis fière de mes racines. La Coupe de France débute aujourd'hui pour Aurélie Rutsch avec 9 épreuves réparties sur 4 jours. Passé ce concours, elle pensera déjà au prochain, celui du meilleur ouvrier de France. Et là aussi, elle vise la plus haute marche du podium après avoir été finaliste l'an passé. 27,3% des dirigeants sont des dirigeantes en France aujourd'hui. Alors pour faire augmenter ce chiffre et les accompagner, le réseau Bouge ta boîte a entrepris un tour de France. Aujourd'hui, la caravane a fait étape Place Dauphine à Strasbourg. Camille Roland et Cécile Motz. Depuis ce matin, la caravane du réseau de business féminin Bouge ta boîte est devenue le QG des chefs d'entreprise alsaciennes. Toutes sont animées par le même désir, mieux se connaître et échanger leurs compétences. Et les enjeux sont de taille. L'idée, c'est effectivement, quand on est chef d'entreprise, il faut qu'on ait plusieurs casquettes.
Donc une expert comptable, elle n'est pas graphiste, elle n'est pas avocate, elle n'est pas commerciale, alors que là, au sein d'un même cercle, toutes ces compétences sont réunies. Et l'idée, c'est que cette zone de confort, c'est qu'au sein de cette zone de confort, on puisse déjà dire, moi en fait, je ne sais pas faire, je suis très mauvaise en prospection ou je suis très mauvaise en pilotage d'entreprise. Et c'est de pouvoir retrouver au sein de cette zone de confort toute l'aide, toute la bienveillance pour me monter en compétences et pour gagner en chiffre d'affaires. Seuls 20% des femmes qui entreprennent vivraient de leur activité et le plus souvent, c'est le réseau qui leur fait défaut. Pour y remédier, Bouge ta boîte organise des rencontres bimensuelles. Jessica et Sophie sont chefs d'entreprise depuis 4 et 5 ans. Aujourd'hui, elles trouvent du soutien dans ces réunions. Finalement, ce qui m'a plu dans le concept, c'est que c'est vraiment exclusivement féminin. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, en tant que femme, on peut se sentir très seule en fait quand on démarre, parce que on se sent pas forcément toujours légitime. Je pense un peu comme toutes les femmes dans beaucoup de secteurs, il y a toujours ce gros problème de la légitimité à pouvoir gérer une entreprise. Moi, je sais que j'ai démarré, j'étais toute jeune, donc c'était encore plus difficile. Dans le secteur du bâtiment, encore plus difficile. Donc voilà, du coup, moi, c'était un très très gros challenge, et de rencontrer d'autres femmes qui se sont mises à leur compte un jour. C'est rassurant. On se parle de nos recommandations, on se parle de nos métiers, on parle de sujets en fait, qui nous tiennent à cœur, parce qu'on a besoin de parler en fait, de nos sujets, soit de difficultés, soit de certains besoins qu'on peut avoir, ou sur des sujets tout à fait très larges, de ressources humaines par exemple. Et on échange en fait pendant ce temps-là. Depuis sa création, Bouge ta boîte ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, un 3e cercle alsacien vient de se créer à Haguenau. Elles sont en tout 900 bougeuses à travers l'Hexagone, prêtes à s'entraider. Et on finit ce journal tout de suite avec l'image du jour, Oliviane. Le chômage baisse dans le Grand Est, c'est l'info du jour. Mais nous sommes entrés dans le détail des chiffres de la Directe, et là on constate que c'est toujours en Alsace que la situation de l'emploi est la meilleure. Les taux de 7,1% dans le Bas-Rhin et 8% dans le Haut-Rhin sont à comparer aux 8,1% du Grand Est et les 8,2% de moyenne nationale. Des chiffres plus frappants encore si on descend à l'échelle des bassins d'emploi. Les secteurs de Wissembourg, 4,7% de chômage seulement, ou Saverne, 5,5%, doivent faire envie à Forbach, 10,8%, ou Saint-Dié, 10,9%. Et voilà pour les chiffres. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On accueille le plateau du jeudi. Mathieu Chanvillard qui nous rejoint. Grégory Schneider, on parle de Grand Prix de moto ancienne. Et Sandrine Kaufer-Bintz, on est ravis de vous accueillir. On va découvrir ce travail de goût d'Alsace dans quelques minutes. Avant cela, c'est la météo. C'est parti. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour votre météo de ce vendredi 4 octobre et on ressort les parapluies. C'est de la pluie prévue sur l'ensemble du territoire alsacien, pas de soleil à l'horizon, excepté du côté de Karlsruhe, on aura le droit à quelques petits rayons de soleil. Côté température, ça reste frais le matin, alors ça s'améliore par rapport à la veille mais ça reste bien frais quand même. 8 degrés prévus dans le col de Saverne, 6 degrés ce sera pour Wissembourg ou encore pour Colmar, 5 degrés la minimale du territoire alsacien prévue pour l'agglomération mulhousienne, 7 degrés la maximale, ce sera pour Strasbourg. Vendredi après-midi, pas de changement, toujours autant de grisailles et de pluie. Cette fois, on voit plus du tout le soleil. Par contre, les températures restent agréables. En après-midi, ça reste stationnaire. Comptez 14 degrés du côté de Saverne, 13 degrés pour Wissembourg. Ce sera la minimale jusqu'à 16 degrés prévus à Colmar, entre 13 et 15 degrés chez nos voisins allemands, 16 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. Un petit coup d'œil sur votre week-end maintenant. Et toujours autant de pluie prévue en ce samedi sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures, ça pourrait atteindre jusqu'à 14 degrés en Alsace, 12 à 13 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg et 14 degrés si vous êtes du côté de Bâle. Vendredi, nous serons donc le 4 octobre et ce sera à la Saint-François d'Assise. Le soleil se lèvera à 7h32 pour se recoucher à 19h02. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Et on parle à présent de moto ancienne avec le Grand Prix du Ride. Ça sera ce week-end. Grégory Schneider est avec nous. Ça va, Grégory? Très bien, merci. Alors, vous êtes pilote et vous êtes organisateur. Est-ce que vous allez courir ce week-end? Alors, ce week-end, je ne vais pas courir parce qu'on a une grosse organisation avec 220 pilotes engagés, un record. C'est un record, hein, c'est ce que vous m'avez dit. C'est ça. Sur un circuit, alors on l'a, regardez ce petit circuit, il est tout petit. Hein. C'est 3 km. Il va de où à où, Grégory? Alors, ça rejoint les communes de Besenbiesen et de Schwabsheim. D'accord. Et donc, c'est un circuit qui emprunte les rues du village et les départementales autour pour former 3,3 km. C'est façon l'île de Man où on passe. C'est ça, le fameux Tourist Trophy, mais pas aux mêmes vitesses. Voilà, pas aux mêmes vitesses. Et juste pour mon info, vous pilotez-vous quel type de machine habituellement? Un 1100 GSX-R de 1989, une Suzuki en championnat d'Allemagne où j'ai terminé 3e cette année. Donc le garçon va vite. Hein. C'est ce qu'on appelle une course de régularité. C'est quoi le principe d'une course de régularité? Alors la course de régularité, c'est le dimanche matin, il y a une manche de course et le dimanche après-midi une deuxième. Il faut avoir l'écart le plus réduit entre ces deux manches. C'est-à-dire comment vous faites pour gérer, là on voit toutes ces motos à l'antenne, comment vous faites pour gérer le chronomètre du numéro 32, du numéro 38, etc. Alors jusqu'à l'année dernière, c'était fait par des chronométreurs, un peu de manière artisanale. Des bénévoles? Des bénévoles, une équipe de 5-6 personnes au moins. Et là, cette année, on innove avec des transpondeurs, comme sur les vraies épreuves. Chaque moto sera équipée d'un transpondeur pour pouvoir relever les temps de chaque pilote et être au plus juste. Alors là, ce sont des tours de 3 km, il faut le faire combien de fois? Alors c'est 5 tours par pilote. 5 tours, donc 15 km. Voilà. Et au bout de 15 km, on a un chrono, on a un timing. Et après ce timing, pour la régularité, il faut faire la même chose l'après-midi? L'après-midi, être au plus proche possible du temps du matin. C'est ça qui déterminera le classement. C'est pas le plus rapide qui va forcément rentrer avec un trophée. D'accord, donc il faut que la personne se chronomètre quasiment pendant qu'elle roule, quoi, ou qu'elle ait une notion de son temps. Oui, on va jouer du contour dans les villages, on va peut-être prendre des repères, les gens qui jouent le classement. Mais après, c'est avant tout une course pour faire rouler ces vieilles machines. C'est un musée roulant. On est sur même des sidecars, c'est ce qu'on voit. Avec des sidecars à l'image. Ouais. On a des motos de 1929 jusqu'à 1993. Donc c'est des machines qui ont quasiment un siècle, quoi. C'est ça. D'accord. On a toute l'histoire de la moto qui défile dans ce week-end. Toi, ça fait 20 ans, toi, que tu es Alsace 20. Ça fait 5 ans que j'ai une voiture et qu'il faut déjà l'emmener au garage, et là elles ont 100 ans, elles roulent, c'est ça qui me fascine. Oui, il y a une chose, c'est qu'en fait, visiblement, tous les pilotes mécaniquent un petit peu, quoi. C'est ça, pour entretenir ces machines, il faut être mécanicien, il faut des fois partir de motos qui sont dans des états, dans des granges depuis X années, donc il faut les remettre en état, ça demande beaucoup de travail et de connaissances. On trouve des pièces justement, enfin comment on entretient des mécaniques Aujourd'hui il y a Internet, donc on peut faire venir des pièces de partout dans le monde. Après, il y a des bourses d'échange, il y a d'autres moyens, les connaissances, c'est un milieu... C'est un petit milieu de passionnés. C'est ça. La plus ancienne moto, parce que j'ai vu dans le dossier de presse, c'est depuis 1920. Alors 1920, vous n'en avez pas? Non. Là, c'est 1929. Hein. Là, on a une Sarolea 500 de 1929. Voilà, c'est un joyau, en fait, quand on voit rouler ça. C'est ça. Pas dans un musée, quoi. Voilà. Il y a des gens qui prennent les risques de les faire rouler, et on est bien content, parce que... On les voit. On les voit. Alors, il paraît que c'est très sérieux. Il y a le contrôle technique, il faut passer chez le médecin avant pour voir si tu as un cœur solide, pour faire du sidecar, par exemple. Voilà, ça bombarde un petit peu. Voilà, c'est ce que vous avez voulu, des règles comme ça, très strictes, d'être professionnel. Hein. On n'a pas le choix aujourd'hui pour organiser ce type d'événement. Hein. On n'a pas de circuit dans le Bas-Rhin, donc là, on profite d'une installation depuis 20 ans qui fonctionne bien. Et on a les mêmes règles que n'importe quelle course sur circuit classique. Voilà, avec cette contrainte de la régularité, mais quand on voit les motos, elles vont vite. C'est-à-dire on peut s'amuser à aller vite, mais il faut aller tout le temps vite dans ces cas-là. Voilà. C'est ça. Qui va venir hein? Qui va venir? Qui va piloter? Alors nous avons un champion du monde de sidecar en 1982, un Allemand, Schwertzel Huber, un équipage, donc champion du monde. On a cette année innové avec une catégorie qu'on appelait Prestige pour les motos d'exception, qui ont couru en Grand Prix ou autre, où on a par exemple une moto qui a gagné le championnat du monde en 1982, un TZ 250, qui était piloté par Christian Saron. Ah ouais, un nom célèbre, Yamaha, non? Yamaha, voilà, c'est ça. Ouais. On a de la Honda RC30, on a... on parle qu'aux spécialistes. La mamie. C'est un peu compliqué de prime abord, mais...
Ils sont contents de sortir ces motos-là, ou quand c'est des motos anciennes, il y a quand même toujours... On a envie de les sortir pour la course, et en même temps, il y a toujours la crainte de, entre guillemets, de casser, parce que on sait que c'est de plus en plus compliqué. On va dire, il y en a qui préfèrent l'avoir dans le salon, il y en a qui préfèrent les faire rouler. Donc, nous, on préfère ceux qui les font rouler. Voilà. On peut également le faire avec cyclomoteurs, scooters. C'est ça, il y a Solex. des démonstrations également supermotards qui sont très appréciés des spectateurs. C'est des supermotards, c'est un gap. J'ai pris un peu le grand écart, mais ça fait partie des séries de démonstrations qui ne sont pas énumérées dans les 215 engagés qu'on a cités avant. D'accord. Donc c'est encore un spectacle complémentaire. Voilà, super Grand Prix à ne pas manquer du RIL les 5 et 6 octobre. On termine avec samedi, dimanche. Ça commence à quelle heure le samedi ? Samedi, 13h, départ des essais. Dans la soirée, soirée tard flambée avec concert rock. Venez nombreux. Vous avez vu Sandrine Coffer comme il nous a vendu ça ? Ça vous tente Très pas ? bien, mais si, je vais y aller. Mais vous savez pas quoi faire samedi, dimanche. Jamais. Vous prenez Julia, je suis libre les vous lui dites week-ends. t'arrêtes la cuisine et vous venez voir ce Grand Prix. En plus, il aime bien aussi les courses de moto. Ouais, et dimanche toute la journée. Et c'est gratuit. Et entrée gratuite, c'est assez rare pour le préciser. Voilà. Et ben, vous restez avec nous ? Oui. Voilà. Méfiez-vous de ce garçon et de ses humeurs du jeudi soir. Quand vous regardez l'actualité comme je l'ai fait ces derniers jours, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour faire changer les choses. Par exemple, la centrale de Fessenheim qui va fermer en 2020, elle a été ouverte en 1978. Alors c'est désormais officiel, ça va fermer, c'est sûr. Je vous épargne le débat sur le nucléaire, ça, on s'en fout un petit peu. Non, le message, là où ça me rend triste, c'est que le message, en fait, c'est qu'à 40 ans, c'est fini, on ferme, on jette, c'est terminé. Vous avez quel âge ? Je vais demander à ma femme ce qu'elle en pense, parce que justement, ça m'inquiète un petit peu cette philosophie. On connaît la chanson, on prend les vieux, on les jette, et puis on les remplace par des jeunes qui sont plus beaux, plus forts, plus grands et tout. Bon, pour Fessenheim, lui, le relais, il est censé être assuré par l'EPR de Flamanville, qui est censé être plus beau, plus fort, plus sexy et tout, une toute nouvelle centrale. Flamanville, c'est près de Rouen, déjà, quand je dis ça, vous comprenez que ça commence à sentir un peu mauvais. Bon, elle n'est pas tout à fait prête encore, même si Fessenheim va fermer. Flamanville, ça devait être prêt, chipote, en 2012. En 2012, François Fillon était Premier ministre, puis le Racing était en 5e division, mais c'est pas grave, on y est presque, là, elle sera bientôt terminée, c'est dans quelques années, 2022. Bon, ils ont dit fin 2022, donc c'est bon, vous pouvez décaler un petit peu déjà, mais c'est pas grave. Là où vous pouvez intervenir, c'est que du coup, il va surtout falloir payer, parce qu'en fait, c'était censé coûter 3 milliards, on est à 11 pour l'instant, 11 milliards d'euros. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aider un petit peu, financer le chantier, EDF, l'État, tout ça, ils ont un petit peu besoin. Donc ce qui serait bien, c'est que vous gonfliez un peu chez vous votre facture d'électricité pour leur filer un petit coup de pouce. Donc genre laissez toutes les lumières allumées, jour et nuit, ou laissez le frigo ouvert, poussez le chauffage, faites tourner la machine à laver, même si c'est vide, c'est pas grave, ou si le linge est propre une deuxième fois, pour être bien sûr. Puis si vos enfants vous disent « mais c'est peut-être pas très bon pour la planète, papa », vous leur dites « Greta, tais-toi, ça suffit maintenant, c'est peut-être pas bon pour la planète, mais c'est très bon pour l'État, pour EDF et pour la filière nucléaire qui est un fleuron de notre industrie. » Si. Et puis à propos d'autres petits gestes comme ça, on peut, sur la route aussi, vous pouvez agir pour faire quelque chose, vous pouvez accélérer par exemple. Accélérer, non, ralentissez sur les routes. Non, sur les routes, accélérer, mais pas n'importe où, n'importe comment, accélérer juste devant les radars. Juste histoire de vous faire flasher, et puis après vous pouvez ralentir et à nouveau prendre une conduite plus sûre et plus sereine. Oui, parce qu'en fait les caisses de l'État, regardez, ont un cruel manque à gagner. L'État espérait gagner beaucoup plus d'argent l'an dernier avec les radars. C'est très triste, les gens respectent le code de la route, c'est vraiment pas terrible. Je ne vous félicite pas, vous êtes des bons citoyens, mais des mauvais contribuables, parce que du coup les caisses de l'État ne se remplissent pas assez vite. Vous feriez mieux de prendre exemple sur Lionel, qui lui est un contribuable exemplaire, lui, qui à chaque fois qu'il sort, scrupuleusement, il remplit les caisses de l'État, au point de choisir son itinéraire exprès, pour passer devant les radars, exprès et express. C'est plus des flashs, c'est des stroboscopes, voilà, prenez exemple. Attendez, les bons conseils, c'est laisser la lumière, accélérer, c'est pas terrible comme consigne, a pas mieux ? Si, non, c'est pas fini, je peux aussi vous dire, mangez gras et buvez de l'alcool, c'est pas mal, parce que vous l'avez vu, mais j'invente rien. Regardez, c'est Donald Trump, c'est de sa faute, c'est lui, vous savez, guerre commerciale, il veut taxer des produits européens, dont le vin et le fromage. Alors évidemment, ça va retomber à tous les coups, c'est sur les produits français, ça c'est sûr, ça va retomber sur le Riesling et le Munster, donc forcément les producteurs locaux vont être pénalisés, il y aura un manque à gagner. Soutenez-les, consommez leurs produits. Avant, pour se battre pour son pays, il fallait s'engager dans l'armée, là vous pouvez le faire en buvant du vin et en mangeant du fromage, c'est pas formidable ça ? Voilà, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, on gaspille, on accélère, on roule vite et on mange gras. Ouais, et j'aurais même pu ajouter prenez de la drogue, ou la drogue c'est formidable. Bon, avant d'aller en prison, je vous explique quand même, on quitte l'Alsace pour aller... Alors, c'est dangereux la drogue, ça tue des gens et tout, mais pas toujours, parfois ça leur sauve la vie aussi, si. Je vous emmène dans le Pacifique, regardez cette photo, c'est des trafiquants de drogue, leur embarcation, ils faisaient du trafic, leur embarcation a chaviré, ils ont failli se noyer. Vous allez dire bien fait pour eux, mais non, ils ont eu la vie sauve parce que ils ont réussi à se tenir à leur ballot de cocaïne qui leur ont du coup permis de ne pas se noyer, ça leur a sauvé la vie. Bon, ils ont été récupérés par les gardes-côtes, ils ont été arrêtés quand même. Je sais toujours pas trop quelle morale
il faut tirer de cette histoire, mais il y a au moins une bonne étoile pour tout le monde. Ouais, voilà, je vous ai senti très chaud aujourd'hui. Ouais. Donc roulez vite, ouvrez. Non, faut rien faire de tout ça. Hein. Dans un petit instant, c'est Goût d'Alsace. On va en parler. C'est aussi un site internet qui marche très fort. Vous avez monté maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. On en parle juste après ça. Et avec nous ce soir, Sandrine Kaufer-Bins, comment allez-vous ? Très bien, merci. On vous connaît par Goût d'Alsace, on va en parler dans un petit instant. On vous connaît également par les nouvelles gastronomiques. Ce qu'on sait un peu moins, c'est votre parcours, master en sciences historiques et master en sciences politiques. Oui. Bravo, une tête bien faite. Hein. Ah bah, mais c'est un grand écart, sciences historiques et sciences politiques. Non, c'est sociologique dans les deux cas. D'accord. Ça n'aide pas à la cuisine naturellement, c'est ça qu'il voulait dire. Non, mais je ne cuisine pas en même temps. C'est vrai. Dans cet univers-là, quand même. Voilà, mais vous auriez pu travailler dans cet univers-là. On vous connaît donc par le journal au départ de Julien Bins, qui était des informations qui étaient distillées par Internet. Voilà. Puis les nouvelles gastronomiques, et là vous avez fêté les 10 ans. Comment se sont passés les 10 ans ? Eh bien, très bien, une belle fête, avec des invités qu'on connaît bien, qui sont venus pour certains de loin. Et un joli menu à 4 mains signé par Julien Bins et Marc Eberlin. Et bien justement, je propose qu'on retrouve Olivier Nasty, Marc Eberlin, qui vous rendent d'ailleurs un bel hommage à cette occasion. Regardez. Elle est partie d'une ville de Colmar, elle est arrivée à Strasbourg, et maintenant elle couvre les 4 coins de la France. C'est une évolution dans le sérieux, dans la rigueur. Comme Julien et Sandrine sont 2 anciens de l'auberge, j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir. Et pour les 10 ans, surtout, de son site, c'est très important. Voilà, ancienne de l'auberge de Lille. Oui, j'ai travaillé 2 ans, quand j'étais étudiante. D'accord. J'étais à la réception. Ok, donc déjà un pied dans voilà, Julien était second de Monsieur Marc. Ouais. Et ils m'ont proposé... Quand vous parlez de Marc Eberlin, vous dites toujours Monsieur Marc ? Toujours Monsieur Marc, oui. Vous n'arrivez pas à dire Marc maintenant ? Non, c'est... Et Julien qui a été son second ? Monsieur Marc. C'est Monsieur Marc. C'est Monsieur Marc. C'est la vraie tradition. Alors il se bat un petit peu, vous pouvez me tutoyer, appelez-moi Marc, mais ça reste... Ça marche pas, quoi. Non. Pourquoi on lance un magazine papier ? On se dit que c'est pas forcément les tendances du moment, mais c'était le prolongement logique du web. Vous commencez par le web, vous arrivez après sur le papier. Peut-être pas un prolongement logique, mais je voulais marquer le coup pour les 10 ans, et je voulais aller à la rencontre d'un autre public. Voilà, il y a les 4 numéros qu'on découvre, on vous écoute. Hein. C'est vrai qu'en fait, il y a une communauté virtuelle qui est sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui zappe un petit peu. Et quand on place un produit comme ça, eh bien, en fait, même si on a une communauté relativement importante sur les réseaux sociaux, on se rend compte que dans la vraie vie, dans le monde réel, eh bien, en fait, on peut encore faire découvrir toutes ces bonnes adresses et c'est un média complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. On peut dire que dans les nouvelles gastronomiques, c'est une sorte de journal où tous les jours il y a de l'information, etc. Là, vous faites plaisir sur un magazine. C'est quoi la ligne éditoriale de Goût d'Alsace ? Une belle littérature gastronomique et culturelle. J'aimerais qu'on apprenne quelque chose sur des personnes. C'est pour ça qu'on fait des portraits. On prend du temps avec les gens, on prend le temps de la rencontre et on fait découvrir des lieux. On donne envie aux gens de sortir, de cuisiner. Il y a des portraits, j'ai vu qu'il y a Bader oui, dans ce qui est numéro-là, dedans. On peut revoir les 4 couvertures, puisqu'il y avait même notre Nico Riffel qui en faisait. Qui a fait la une du numéro 2. Exactement. Avec un beau portrait sensible. Ça, c'était la première. Voilà. La deuxième, c'est Nico Riffel. Oui. Voilà. 3e couverture, Sabrina Keller. Ah oui. À l'auberge avec la Coupe de la Ligue. Avec la Coupe de la Ligue. Ouais, et la toute dernière avec cette recette qui est absolument exceptionnelle, ça donne envie, hein, la fourchette des Ducs à Aubernais. À Aubernais, entre tradition et innovation. Comment est-ce que vous allez dans ce magazine papier ou sur Internet à la pêche aux informations ? Parce que quand on regarde les nouvelles gastronomiques, il y a de l'info quand même. Hein. Mais en fait, il y a tellement de sujets à faire, choisir c'est renoncer. Donc souvent, c'est peut-être même au hasard des rencontres. On prend du temps et on se dit, OK, on fait une actualité, mais là, il y a un sujet à creuser et j'ai envie de faire un sujet de fond qui prend le temps de la rencontre humaine. Je reviens avec un photographe et je reste une journée. Ça peut être quoi, un sujet de fond, par exemple ? Un sujet de fond, c'est passer du temps dans une ville et puis... Non, c'est pas vraiment un sujet de fond. Un portrait, c'est un sujet de fond que je ne m'autorise pas forcément sur un site Internet où les gens veulent une information assez rapide. Ils regardent 3-4 photos, ils regardent les gros titres et souvent, ils ne prennent pas le temps de la lecture. Là, je me dis, on prend le temps de la lecture sur son... On est frustré un peu parfois quand on écrit justement sur Internet, on dit tiens, j'ai envie de faire plus long, mais on sait que c'est pas adapté au format. Enfin, le papier, c'est aussi une manière effectivement de
d'aller chercher tout ça, de faire des choses plus riches, des papiers plus fouillés? Quelque part, je me fais plus plaisir, oui. Ouais. C'est pas une frustration l'Internet, parce que c'est le jeu de la réactivité. Il y a une forme de compétition. On attend de nous qu'on soit réactifs. Comment on pénètre ce milieu de la gastronomie? Enfin, vous aviez déjà un pied dedans, mais c'est un milieu quand même pas forcément fermé. Mais enfin voilà, il y a des codes, il y a un langage. Il faut gagner la confiance aussi des pros, des chefs. Je vis avec un cuisinier depuis 25 ans, ça aide. Ça aide à décoder. J'ai effectivement travaillé pour financer mes études dans des restaurants, en tant que chef de rang ou en tant que réceptionniste dans des beaux établissements. Donc ça me forme aussi, mais à ce moment-là, je ne souhaitais pas me destiner à travailler dans un restaurant. J'ai fait de la communication politique et j'ai travaillé dans la communication politique. Dans les guides ou dans les personnes qui sont vraiment au contact de ça, il y a Pudlowski, on connaît tous Gilles Pudlowski, il balance assez régulièrement sur Internet. Vous êtes quoi? Plus politiquement correct? Oui, j'appelle ça être bienveillante. Vous êtes bienveillante, mais c'est bien. En aucun cas, je fais du tort dans une publication. Je ne dis pas que lui, il en fait, mais c'est vrai qu'il exprime parfois une pensée personnelle. Moi, je me retiens. Voilà, vous êtes neutre, le plus factuel possible. Neutre, voire bienveillante. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien, nous, sur on aime bien l'info positive aussi. C'est un métier difficile, c'est pas la peine qu'on souligne ce qui ne va pas, alors qu'il y a tellement de choses qui vont bien et il y a tellement de passion et de cœur à l'ouvrage. J'ai aussi envie de mettre tout ça en avant. Ça vaut 6,50 €, c'est quoi la cible? Vous vous adressez à qui? 6,80 € même. 6,80 €, ça a augmenté. On ne lésine pas sur ça, ça a augmenté. Et le numéro 5 sera encore plus cher. Non, c'est 6,80 €. La cible, c'est des personnes qui cultivent un art de vivre. C'est vrai que la lecture et l'information est gratuite sur Internet. Mais quand on achète un magazine, on veut prendre le temps. On le lit dans le train, sur son canapé, coin du feu, sur la plage. Enfin, on peut imaginer une autre façon d'aborder le sujet, et puis on prend le magazine plusieurs fois en main. Voilà, il y a des portraits, il y a des recettes. Et puis je vois que dans le milieu des chefs, il y a des collectionneurs de magazines. Ils achètent d'autres titres et ils aiment la notion du papier. Et les vrais passionnés, je pense, gardent des titres papier. Dernière question, elle concerne vous et votre époux, Julien Bins. Voilà, une étoile à Hammerjwir, ça se passe bien. Autrement dit, vous êtes aussi femme de chef, vous vivez d'ailleurs à Hammerjwir. Comment est-ce qu'on arrive à tout concilier? Vous travaillez au restaurant de temps en temps ou ça s'éniette? Non, je suis associée éco-gérante du restaurant et quand il y a besoin, je fais du service. Et les 6 premiers mois, j'ai fait du service pour mettre en place les choses. Donc la vie de Sandrine Coeffer, c'est je fais du service le soir, le lendemain matin. Non, on a une très belle équipe. On a une très belle équipe, ils n'ont plus besoin de moi. Mais j'ai le bureau du journal dans le restaurant. Voilà, donc en fait, et on m'y trouve souvent tard le soir. D'accord. Et tôt le matin. Mais ce que vous préférez, c'est l'écriture quand même. Mais j'aime toute la communauté, toute cette effervescence qu'il y a autour de l'information et des acteurs qu'on peut rencontrer. Il y a des événements où je me déplace à Paris, il y a des concours, il y a beaucoup de choses à rencontrer et je le partage. Alors pour les infos, vous les avez eues, c'est Alsace, si on peut revoir le synthé les camarades, j'ai pas eu le temps de le lire. Alsace.nouvellegastronomique.com, ça c'est le site internet. Et ce qu'on tient et ce qu'on vous montre là, c'est Good Alsace, 4e numéro, 6,80 €, ça va augmenter de 20 centimes le mois prochain. Non, je blague. Voilà, ça a été en tout cas, merci Sandrine Coeffer-Bins, un plaisir. Bravo à vous, on va rappeler le départ de ce Grand Prix du Ride, Grégory. Samedi après-midi à partir de 13 h et dimanche toute la journée. Et dimanche toute la journée. Merci mon camarade pour vos humeurs. Conduisez, soyez très prudents. Évidemment, ne gardez pas à l'esprit les très bons conseils qu'il vous a donnés aujourd'hui. Allez, ce que je propose, c'est comme tous les jeudis, de retrouver le meilleur de nos terroirs. On part à Hammerjwir. C'est Apicurien, c'est signé de Valérie Zago. Aujourd'hui, nous sommes à Hammerjwir. On va partir à la rencontre du domaine Jean-Baptiste Adam. C'est un domaine en biodynamie, la 15e génération. On y va! Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Laure, merci de m'accueillir chez vous. Aujourd'hui, il fait quand même très beau. J'aurais souhaité qu'on puisse parler du Käferkopf dans les vignes. On y va? Avec grand plaisir, c'est parti. Alors Laure, nous voici au cœur du Käferkopf. Donc c'est le dernier Grand Cru qui a été classé Grand Cru d'Alsace en 2007, donc ça reste relativement récent. Mais vous, à la cave Adam, vous avez une étiquette datant de 1834. Vous pouvez m'en dire plus? Cette très vieille étiquette et la plus vieille étiquette se trouve aujourd'hui au musée du vin à Kinsheim. Et c'est une étiquette sur laquelle déjà à l'époque on trouvait le nom Käferkopf, cuvée traditionnelle, Jean-Baptiste Adam. Donc c'est un petit peu notre fierté et ça montre que le Grand Cru Käferkopf est connu depuis très longtemps. Reconnu surtout 1834. Exactement.
Et le Käferkopf a la particularité de se situer sur 3 collines. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a une disparité au niveau des sols? Certainement, je vous laisse la parole. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment unique. On est sur un seul grand cru avec différents terroirs. En fait, vers le village, on a plutôt du granit. Ensuite, on a une faille calcaire qui passe finalement vers le centre du Käferkopf. Et ensuite, on a un petit peu plus de calcaire et de granit au fond du Käferkopf. Donc c'est un grand cru qui possède vraiment différents terroirs. Et on essaye, nous, au domaine, de les assembler, d'avoir des parcelles un petit peu sur chaque terroir pour vraiment montrer ce que c'est le grand cru Käferkopf. Et la totalité de son terroir. En fait. Voilà, exactement. Oui, ce qu'on n'a pas précisé par contre, c'est que vous êtes le seul grand cru, le Käferkopf, à avoir l'autorisation d'utiliser l'assemblage. Pas de la complantation, on parle bien d'assemblage, Oui. donc c'est une vraie particularité. Et là, nous sommes en pleine période de vendange. Comment s'annonce ce nouveau millésime 2019 ? Ce millésime s'annonce vraiment bien. Pour l'instant, la météo, c'est exactement ce qu'il nous faut. Surtout, je pense que 2019 sera un grand millésime de garde. Maintenant, je vous propose d'aller faire notre fameux pique-nique et déguster la cuvée du Grand K. On y va. Alors nous voilà bien installés, Laure, pour ce fameux pique-nique. Oui. Justement, vos vignes du Käferkopf sont juste là. Oui. Et c'est l'occasion de goûter cette fameuse cuvée, le Grand K. Le Grand K, millésime 2017, un grand millésime de garde. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que le domaine Adam est certifié en biodynamie et depuis de nombreuses années. C'était votre papa qui avait... On a demandé la certification en 2003 exactement. Et aujourd'hui, on ne ferait pas marche arrière parce que c'est vrai qu'on a vraiment, on voit vraiment la différence en tout cas dans nos vins. Donc cette cuvée, elle est issue des 3 terroirs du Käferkopf. Donc c'est vraiment une cuvée d'assemblage dans le sens riche du terme. Oui, alors on est exactement sur 70% de Gewürztraminer et 30% de Riesling. Et on vendange donc le même jour nos Riesling et nos Gewürztraminer pour à peu près avoir cette proportion. On va déjà le sentir. Même si c'est un bébé, il est quand même déjà très expressif. Exactement. Le Käferkopf donne toujours des vins à caractère, des vins quand même très expressifs. Là, au nez, on a vraiment les fruits exotiques qui ressortent en premier. On a le côté ananas Victoria, la mangue au nez. On a quelques petites notes aussi de fruits de la passion. Et par contre, ce qui ressort aussi, c'est vraiment le côté épicé. Il y a à la fois un peu d'agrumes, de confit d'orange, qui est extrêmement intéressant. Voilà, ça c'est le Riesling qui ressort déjà un petit peu au nez. On va trinquer, Laure, au Käferkopf. Santé! Santé! Et on va le passer en bouche, et je vous laisse le soin d'en parler. Merci. En bouche, c'est un vin qui a beaucoup de matière, qui est complexe. Au début de bouche, on a vraiment les épices qui ressortent. Ensuite, on a l'acidité, la longévité du Riesling qui ramène vraiment du peps à ce vin qui est encore très jeune et qui, je pense, a un énorme potentiel devant lui. Il y a une très belle salinité, très joli potentiel de garde. J'ai amené justement un petit foie gras de canard avec un toast pour accompagner ce vin. Je pense que ça peut être sympathique. Ce sera parfait. Et nous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. À bientôt. Place à présent au rendez-vous du logement et de l'habitat avec notre partenaire de la Cibar. Il y est question aujourd'hui d'Olympiade des bailleurs sociaux. C'est signé de Fanny Kunz. Moi je vous dis à demain, 19h. Salut. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre Mac du logement et de l'habitat en partenariat avec la société immobilière du Bas-Rhin. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le voyez, au stade de la Rotonde à Strasbourg pour les Olympiades des bailleurs sociaux. Alors nous allons rencontrer une partie des agents qui participent et aussi Nabil Benasser, le nouveau directeur de la Cibar. Suivez-moi. Nabil Benasser, bonjour. Bonjour.
Alors aujourd'hui, on est donc, comme je disais tout à l'heure, aux Olympiades des bailleurs sociaux. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est assez rigolo comme terme, les Olympiades pour des bailleurs sociaux. Tout à fait, nous avons lancé cette initiative 3 ans en réalité, autour d'une thématique qui est celle de la solidarité, puisque vous savez que c'est un sujet qui nous anime, nous les bailleurs sociaux qui accompagnons des publics vulnérables. Et l'idée c'était que chacun des collaborateurs puisse, à travers un effort sportif, finalement soutenir financièrement une association qui œuvre autour de thématiques qui sont les nôtres, qui sont celles de la solidarité et de l'humanisme. Et c'est vrai que nous sommes très heureux de voir que d'année en année, nous avons de plus en plus de participants. Et cette année, effectivement, nous accompagnons une année de plus une association qui œuvre notamment pour des enfants en difficulté. Qui est semeur d'étoiles, c'est ça? Tout à fait. Alors concrètement, elles fonctionnent comment ces Olympiades? En fait, on voit il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui courent, il y a des femmes, il y a des hommes, ils sont de tous horizons, de tous bailleurs sociaux. En fait, c'est assez éclectique chez vous aujourd'hui. Tout à fait. Alors, si vous voulez, il y a 2 dimensions. D'une part, il y a une dimension de convivialité, vous l'avez bien vu, puisque tout ça se fait finalement sous le sceau de la bonne humeur en réalité, et c'est la première dimension. Et puis chacun fait à son rythme. L'idée c'est effectivement de faire le maximum de tours possible en courant, en marchant, mais c'est aussi un prétexte pour nouer des liens entre les collaborateurs dans un format qui est un peu plus détendu, si je puis dire, que l'activité au bureau. Ça c'est la première dimension. Et la seconde dimension, c'est évidemment de finalement donner du sens à cet effort-là, et notamment en fléchant les bénéfices de ces efforts sportifs au bénéfice d'une association qui œuvre autour de la notion de solidarité qui est très importante dans le domaine du logement social, comme vous le savez. Alors chacun a été sponsorisé, en fait, c'est ça? Comment ça s'est passé? Parce qu'on n'a pas tout à fait tout compris. Ils ont dû aller voir les familles, les amis, chacun donne 1 euro symbolique par tour, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors c'est très simple en réalité, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de responsabiliser les collaborateurs. Donc dans un premier temps, l'idée c'est d'aller rechercher des sponsors extérieurs à l'entreprise. Si d'aventure le collaborateur n'arrivait pas à trouver un sponsor, à ce moment-là, l'opérateur prend en charge à hauteur de 3 euros par tour réalisé finalement cette aide. Ce qui apporte quand même finalement une cagnotte assez significative pour l'association en question. Une cagnotte conséquente qui ces dernières années s'élevait à peu près à combien? Chaque année ça varie selon le nombre de participants naturellement et le nombre de tours réalisés. Mais on peut être sur des cagnottes qui aussi entre 3 et 6 000 euros. Donc on est quand même déjà sur des montants assez significatifs et qui peuvent effectivement, j'allais dire, aider les associations pour les accompagner dans leurs actions au quotidien. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez été animé pour soutenir ces associations-là? Quel était l'enjeu pour vous aussi d'aider ces associations comme Semeur d'étoiles aujourd'hui? Ce qu'on a privilégié, c'est d'abord une participation démocratique, puisqu'en réalité, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui ont choisi dans une liste d'associations qu'on leur a proposées, soumises, c'est eux-mêmes qui ont choisi par un vote démocratique l'association pour laquelle ils souhaitaient courir. Donc en réalité, finalement, ça s'est fait assez spontanément. Et en réalité, la direction s'est évidemment validé finalement l'association qui a été retenue pour faire cette Olympiade de la solidarité, qui pour la 3e édition se réunit encore ici à Cronenbourg. Et on a vu que vous n'étiez pas là qu'en tant que symbole, on vous a vu marcher. Oui, tout à fait. 3 tours significatifs, mais quand même, c'est important pour vous justement de donner aussi du courage à tous vos collaborateurs de participer, c'est important. Tout à fait. C'est aussi finalement une forme de management par l'exemple. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'impulser, d'encourager, comme vous l'avez dit, d'accompagner les collaborateurs dans cet effort-là qui est tout à fait louable au plan personnel. Très bien. Et en tout cas, on vous remercie et puis je vais vous laisser repartir peut-être pour quelques Très tours. Bien, merci à vous. Merci d'avoir partagé tout ça. Très bientôt. Au revoir. Au taquet, reste là. Reste chauffé. Alors pourquoi tu participes aujourd'hui? C'est pour une association. Chaque tour qu'on court ou qu'on marche, on reverse 3 euros à une fondation. Et là, t'es à combien de tours? Je sais pas, j'ai pas compté beaucoup trop à mon avis. Je crois que je suis à 8, un truc comme ça, ouais. Vous vous êtes tous préparés en fait à cet événement aujourd'hui. Comment vous êtes préparés, comme la condition physique? Pas du tout. Pas du tout. Je sais marcher depuis mon âge de 3 ans à peu près. Donc marcher, ça va. Marcher, ça va. Courir, pas. Comme le lièvre et la tortue, il faut partir à point et puis on y arrivera. Voilà. Donc ceux qui courent vont peut-être faire 6 tours, nous on en fera peut-être 10 ou 20. Voilà. Tu es essoufflé. Tu as couru ou tu as marché? J'ai couru. Moitié-moitié. Moitié-moitié. On est à combien de tours là? Là j'ai fait 11, donc j'attaque le 12e. Et tu t'étais fixé un objectif? Non.
Donc, non, pour le plaisir, on court. Et, puis, Et comment est-ce que tu t'étais préparé à cette course non, c'est pas préparé du tout. Du tout. Non. On est des grands sportifs, donc... Habitué à courir. Oui, tout à fait. Bon, on te laisse repartir, bon courage. Alors Sébastien, ça va? Ça va. Pas trop essoufflé? Ah si, ça commence là, tout doucement. On est à combien de tours? 15. 15, et un objectif de combien? Ah, pas d'objectif, tant que je peux, je cours. Donc jusqu'au bout, il n'y a plus de genoux? Il n'y a plus rien, sur les rotules. Ça va? Ça va et vous? Pas trop essoufflé? On va continuer à marcher, hein? Si déjà. Non, moi je marche vite à mon rythme, mais je ne cours pas. Pourquoi vous avez décidé de participer aujourd'hui? Pour aider ceux qui en ont besoin. Oui. C'est bien pour nous et c'est bien pour eux. Et comment ils sont, les autres collègues? Ils sont plutôt fair play? Ils vous laissent passer ou est-ce qu'ils vous poussent? Il n'y a personne qui se pousse, la piste elle est assez large. Très bien, merci beaucoup, bon courage. Merci. Robert, bonjour. Bonjour Fanny. Ça va, comment vous vous sentez? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, moi ça va, mais c'est vous surtout, vous avez déjà couru? J'ai couru, ouais, j'ai fait les 10 tours que j'avais promis à mes sponsors. Donc le Sofitel et puis Balzi de Weiersheim. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant je laisse faire aux autres quoi. Et maintenant du coup on profite, on se ravitaille, on mange. Non, je récupère tout ce que j'ai perdu en eau quoi et en banane et en balisto. Et j'espère que ça ira mieux après quoi. Merci beaucoup. Merci Fanny, merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève votre magazine du logement et de l'habitat au partenariat avec la Cibar. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, ça a été le cas et c'est toujours encore le cas. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alsace 20 et je vous vois dès jeudi prochain. Bonne soirée.